Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Investir au Maroc, que ce soit en achetant une résidence secondaire ou en s'y installant, sera le sujet de ce podcast. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Elbar, ancien avocat fiscaliste en France, ancien dirigeant des bureaux de PwC en Afrique centrale, puis dirigeant des bureaux de Francis Lefebvre de Casablanca et d'Alger. Depuis 2010, il accompagne les particuliers investisseurs étrangers au Maroc en sa qualité de juriste fiscaliste international spécialisé dans la gestion patrimoniale, et c'est à ce titre que je l'interroge aujourd'hui. Bonjour Frédéric Elbar. Bonjour. Depuis plusieurs années, le Maroc se construit à un rythme effréné et beaucoup de Français viennent s'y installer ou en tout cas souhaitent venir s'y installer. Que recherchent ces Français, vous qui êtes installés au Maroc, quand ils ont pour objectif de venir investir au Maroc ? Ils cherchent pour eux-mêmes et parfois pour leurs clients, puisqu'ils vont bien souvent acheter pour louer. Et même s'ils ne louent pas à temps plein, ils viendront utiliser leur bien de temps en temps et le reste du temps, ils vont essayer de le louer. Donc, ils viennent rechercher tous la même chose, généralement une douceur de vivre, de par le soleil, de par l'amabilité, l'hospitalité naturelle de la population marocaine. Et quand on est à Marrakech et qu'on est golfeur, eh bien, on est au paradis du golf, puisqu'il y a 16 golfs sur Marrakech. Et donc, ils viennent profiter de tout cela, un climat agréable où il fait toujours bon et chaud, de belles parties de golf, une nourriture marocaine reconnue à travers le monde et la douceur de vivre à moins de 3 heures d'avion de Paris. Oui, et donc immobilièrement parlant, si je peux dire les choses comme ça, une résidence secondaire, ensuite une résidence principale et souvent une résidence qu'on va pouvoir mettre en location meublée touristique, c'est bien ça ? Oui, alors en fait, généralement, les gens font ça par étapes, c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils font l'acquisition d'une résidence secondaire parce que ils découvrent le Maroc, ils décident d'y venir fréquemment pendant les congés. Puis ils se disent qu'après tout, cette résidence secondaire qu'ils n'occupent qu'à temps partiel, ils vont la louer. Donc, quand ils ne l'occupent pas, ils la louent, comme vous le dites, comme un meublé touristique. Et puis, au bout d'un moment, ils décident de franchir le pas parce que, après avoir passé un certain temps, s'être rendu compte qu'effectivement, tout ça pouvait être agréable. Après s'être posé des questions sur l'intérêt ou pas de rester en France et de transférer sa résidence fiscale ailleurs, bien des fois ils franchissent le pas et à ce moment-là, ils acquièrent ce qu'on appelle la résidence principale, leur domicile fiscal en fin de compte, qui devient un domicile fiscal marocain. Et là, à ce moment-là, soit ils conservent la totalité de leur maison tout le temps, soit encore une fois, ils passent du temps entre le Maroc, la France ou un autre pays. Et entre-temps, ils peuvent la louer ou parfois, et c'est ce qu'on voit, des gens qui ont quand même à minima quelques moyens, qui s'achètent leur propre maison, mais qui en profitent aussi pour en acheter une autre, mettre à la location et faire de l'immobilier, en fin de compte, à Marrakech. Oui. Alors, si on prend la première étape, qui est celle peut-être d'acquérir d'abord une première résidence, une résidence secondaire, fiscalement parlant, comment est-ce que les choses se passent ? Alors, quand on prend une résidence secondaire pour l'occuper soi-même, c'est pas très différent de la manière dont les choses se passent en France. Vous allez payer, en fin de compte, les seuls droits que vous allez payer sont les droits au moment de l'acquisition. Et ces droits au moment de l'acquisition vont s'élever à des droits d'enregistrement, des droits notariaux, des droits au niveau de la conservation foncière. Ça fera grosso modo du 7%. Puis vous allez payer une taxe d'habitation, une taxe foncière, donc rien que de très banal, j'allais dire, avec des prix qui peuvent être parfois intéressants, parfois moins, puisque lorsqu'on est tout de suite dans certaines résidences connues avec golf, etc., les prix des taxes peuvent être plus ou moins élevés. Et lorsqu'on est sur des zones moins
moins connues, moins résidentielles, on peut avoir des taxes un peu plus basses. Ensuite, c'est au moment de la vente qu'on se retrouvera avec un impôt à payer sur une plus-value. Cet impôt sera de 20% sur la plus-value. Et même si on ne réalise pas de plus-value au Maroc, on payera à minima 3% sur le prix de vente. Et cette imposition, elle n'est due qu'au Maroc, puisqu'au cas particulier, c'est au Maroc que la cession immobilière se fait. Et donc, c'est l'application de la loi fiscale marocaine, et cela également au regard de la convention fiscale franco-marocaine. Et comment est-ce que l'achat se fait? Alors, parce que alors j'ai deux questions en fait. Oui. Est-ce qu'il est important de se faire accompagner par un juriste, ou est-ce que l'agence immobilière suffira? Comment est-ce que la signature du compromis se passe? Voilà, oui. Alors, il est fondamental de se faire accompagner. Je rappelle qu'on est en train de faire un investissement dans un pays qu'on ne connaît pas. Oui. Dont on ne connaît pas ni la loi, ni les us et coutumes, ni comment se passent les affaires. Les agents immobiliers, vous en avez quelques-uns qui ont pignon sur rue, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Et il est absolument nécessaire que vous fassiez accompagner. Donc, bien évidemment, la vente se passera par devant un notaire. Et bien que l'usage soit un peu comme en France, où normalement, c'est le notaire de l'acquéreur qui rédige l'acte, qui s'occupe de la transaction, il n'est pas rare néanmoins d'avoir des vendeurs qui vous disent « Non, moi je passe par mon notaire ». Et moi, je conseille systématiquement, dans ce cas-là, aux acheteurs de prendre eux aussi un notaire, ne serait-ce qu'un notaire conseil, qui interviendra à leur côté. C'est très important, surtout quand on est un étranger. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a un certain nombre de spécificités, on va dire, marocaines. Et donc, il est important de savoir où on met les pieds, d'être accompagné par un conseil. Et oui, le plus souvent, on passe par un compromis de vente, c'est assez classique. Oui. Dans ce compromis de vente qui, généralement, a une durée de 2 ou de 3 mois et sur lequel il y a souvent une indemnité d'immobilisation qui va de 5 à 10%, ça dépend des négociations. Et sur ce compromis de vente, en fait, un certain nombre de choses vont être faites. Ça va peut-être permettre déjà à l'acquéreur peut-être de constituer une société qui se substituera à lui au moment de l'acte définitif. Et puis également, ça pourra permettre aussi aux vendeurs de lever certaines conditions, et notamment le paiement de taxes qui pourraient être dues, puisqu'il faut présenter patte blanche vis-à-vis du fisc marocain au moment où la transaction immobilière se fera. Oui, vous avez dit à plusieurs reprises, et vous l'avez vraiment relevé, qu'on était dans un pays étranger. Je trouve évidemment cette remarque très intéressante, et c'est important parce que, si je ne me trompe pas, le compromis de vente est rédigé en français, qui est la langue officielle au Maroc. Ça peut donc un peu, pour un Français, on va avoir peut-être tendance ou envie à se laisser bercer dans l'illusion qu'on est un peu comme en France, puisqu'on y parle ou on écrit en français ce contrat. Mais on reste à l'étranger. C'est important pour les Français de le comprendre, ça. Ah oui, c'est très important. Alors, le Maroc, effectivement, a un bilinguisme officiel, français et arabe. Le journal officiel paraît dans les 2 langues. Quand vous roulez sur les routes, les panneaux sont dans les 2 langues. Et le plus souvent, le rapport avec les administrations se fait en français. Donc oui, et puis, vous voyez, on a parlé de notaires au monde, de comptables, d'achat immobilier, de conservation foncière, ce qu'on appellerait peut-être conservation des hypothèques, etc. Tout ça ressemble beaucoup, et c'est naturel, dire, à la France, mais il y a des spécificités, et donc ces spécificités, on n'est pas en mesure de les appréhender quand on débarque dans un pays. Vous imaginez bien que si vous alliez acheter une villa en Chine, vous poseriez 10 000 questions, vous iriez voir des conseils, des experts, vous réfléchiriez bien avant de le faire.
Et effectivement, ce n'est pas souvent le cas. Nous avons des gens qui viennent, qui débarquent et qui, au bout de quelques jours, font la connaissance de quelques personnes et décident de s'initier comme ça à faire de l'immobilier au Maroc sans avoir en plus de réelles connaissances sur le sujet. Et c'est là où on subit souvent de graves déboires. Oui, oui. Au fond, la barrière de la langue peut être protectrice. Ça, c'est un point d'humour de ma part, mais voilà. Oui. Oui, oui. En tout cas, ce qu'il faut se dire effectivement, c'est que déjà de faire un investissement immobilier, c'est déjà un acte relativement engageant pour son patrimoine naturellement. Le faire en plus dans un autre pays, dans un contexte qu'on ne connaît pas, avec des lois et des us et coutumes qu'on ne maîtrise pas, c'est un petit challenge. Alors, ça n'a rien de dantesque, mais ça reste un challenge et il faut donc être en mesure de le faire d'une manière réfléchie et mûrement réfléchie et surtout être accompagné d'un expert, bien sûr. Oui. J'aimerais qu'on revienne à l'achat de notre bien, puisque tout à l'heure, on vient d'évoquer le fait qu'on puisse acheter en direct ou par le biais d'une société. Il y a aussi une autre question à se poser, c'est celle de savoir si on veut ou on va faire de la location meublée. Est-ce qu'il y a des démarches spécifiques à faire, des points d'attention à observer, etc. Alors, oui, la première chose à faire, c'est de savoir quel est le type de structure qu'on va mettre en place. Est-ce que je vais acheter mon bien en direct, à titre personnel, et puis je vais le louer, ou est-ce que je vais passer par l'intermédiaire d'une structure, d'une société? Alors, si je le fais à titre personnel en direct, c'est parfaitement envisageable. Ça l'est d'autant plus si jamais je loue le bien à l'année, on va dire, en longue durée, et que je le loue vide de meubles. Parce que là, à ce moment-là, je n'aurai pas de TVA et je serai dans un simple revenu foncier. C'est un peu comme si vous aviez un appartement que vous louiez nu en France. Et donc là, parfait, c'est assez simple. Et là, on va payer un impôt foncier au Maroc. Et cet impôt foncier au Maroc, quand vous avez vos revenus fonciers qui sont donc imposables, et ils sont uniquement imposables en tant que revenus fonciers au Maroc, vous allez avoir 1000 de revenus dans l'année, vous allez avoir droit à un abattement de 40%, un abattement fiscal 40%, et sur ce qu'il va rester, sur les 600, vous serez imposé selon le barème progressif de l'impôt marocain, qui peut monter jusqu'à 38% dès lors qu'on perçoit 18 000 euros dans l'année. C'est la tranche maximale qu'on peut avoir. Donc, mettons 30%. Donc, voilà comment vous serez imposé dans la mesure où vous faites une location nue. Les choses se compliquent lorsqu'on fait une location meublée. Parce qu'à partir de ce moment-là, de la TVA est due. Et à partir du moment où vous collectez de la TVA, eh bien à ce moment-là, vous êtes obligé de vous enregistrer fiscalement comme étant une sorte d'exploitant, un peu comme on dirait un loueur meublé professionnel. Et donc, vous êtes obligé de vous enregistrer fiscalement parce que vous allez devoir collecter de la TVA et la reverser naturellement au Trésor public marocain. Et donc là, on tombe sur un enregistrement de la personne que nous étions. Donc, on n'est plus dans un cadre civil classique de revenus fonciers. On est devenu un professionnel dûment enregistré en la matière auprès des autorités marocaines. Donc, on reste sur la même approche, mais effectivement, on doit reverser une TVA et on est en prise directe avec le fisc marocain, si je puis dire, par rapport à une exploitation professionnelle. C'est pour ça que lorsque souvent on envisage de louer d'une manière saisonnière, et il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça au Maroc, vraiment d'un point de vue, j'allais dire, très professionnel, qui font beaucoup de Airbnb ou ce genre de choses à Marrakech, parce que c'est très tendance, Marrakech est très tendance et il y a beaucoup de gens. Donc vous avez beaucoup d'investisseurs qui viennent, qui achètent des appartements ou une villa avec plusieurs chambres et qui louent et qui essayent de louer toute l'année, parce qu'effectivement, toute l'année, ça peut être loué à Marrakech pour les raisons que j'avais évoquées. C'est un pays où il fait bon, où il fait chaud. Et donc, à partir de ce moment-là, on privilégie plutôt une structure, une société. Alors, ça peut être une simple SARL, c'est la même chose qu'il y a en France, une SARL par exemple, ou même une SAS, comme vous auriez en France, une SASU par exemple. Et là, c'est elle qui va acheter le bien, donc elle va l'acheter en fait avec les fonds
que vous allez verser, que vous allez prêter à cette société en compte courant, en fin de compte. Elle va acheter le bien, elle va pouvoir l'immobiliser, donc l'amortir, et elle va l'amortir environ à 4% par an. Et cet amortissement, elle va pouvoir, cette dotation aux amortissements vont pouvoir venir s'imputer fiscalement en diminution du résultat fiscal, c'est-à-dire au regard des loyers que la société va toucher, va percevoir. Et on sera soumis là, pour le coup, à un impôt sur les sociétés. Cet impôt sur les sociétés au Maroc sera de 20%. Alors on va louer ce bien, parfait, on va encaisser des loyers, on va encaisser de la TVA, on va reverser la TVA au Trésor public marocain, on va prendre nos loyers, on va imputer dessus l'ensemble des charges qui sont propres à cette société, dont notamment du personnel, si on a du personnel, ce qui est assez fréquent lorsqu'on a des villas à Marrakech, d'avoir un gardien, des fois il y a une cuisinière ou une femme de ménage qui est là à temps complet. Je rappelle que le SMIC au Maroc, c'est environ 300 € par mois. Et donc, on a la possibilité de déduire toutes ces charges-là, l'entretien de la maison, la piscine, que sais-je, et également l'amortissement du bien immobilier. Et ce n'est qu'après qu'on ait fait cet exercice-là qu'on va payer sur ce résultat fiscal définitif 20% d'impôt sur les sociétés. Ensuite, le profit après impôt va repartir chez son actionnaire qui lui aura prêté, donc jusqu'à épuisement du compte courant, puisqu'il aura payé la villa avec le compte courant. Et ce n'est qu'après l'épuisement du compte courant que l'actionnaire, lorsqu'il voudra percevoir son profit après impôt, va subir une taxation sur les dividendes au Maroc qui sera de 10%. Et après, en fait, les 20% d'IS et les 10%, ce n'est pas encore exactement les mêmes taux que nous avons en 2025, mais en 2026, ce seront ces taux-là qui s'appliqueront. Donc, je me positionne déjà, puisqu'en fait, l'impôt était dégressif et qu'on va le retrouver à compter de 2026 sous cette forme-là. Par contre, quand vous allez percevoir vos dividendes, vous aurez subi une imposition de 10% au Maroc. Tout dépend de savoir si vous êtes résident fiscal en France ou au Maroc. Si vous êtes résident fiscal au Maroc, votre imposition s'arrête là, les 10% sont libératoires. Si vous êtes imposable en France parce que vous êtes résident fiscal de France, cet impôt que vous avez payé viendra jouer en crédit d'impôt sur l'impôt que vous aurez à payer sur des dividendes de sources étrangères en tant que résident fiscal, français. Voilà ce qu'on a comme type de fiscalité. Ensuite se pose la question de la cession. Et la cession, lorsqu'on est en société, on va être soumis à un impôt sur la plus-value qui sera de 20%, là encore, 20%, puisqu'on est en taux d'IS, qui sera de 20%, mais sauf que là, on aura amorti le bien, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on fera la cession de ce bien immobilier qu'on avait acheté dans le cadre d'une société et qu'on aura réalisé une plus-value, le calcul se fera sur la base de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après avoir déduit les amortissements. Donc, dans mon cas de figure, j'ai 4% d'amortissement. J'ai gardé cette maison, mettons 10 ans. J'ai donc 40% d'abattement sur cette maison. Ma valeur nette, elle est, dans un cas de figure, sur une base 100 de 60. Donc. Et si je réalise une plus-value, mon prix de revient sera 60 et je paierai 20% là-dessus. Alors, toujours dans le cadre d'une société, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si vous êtes résident fiscal au Maroc, il n'y a pas d'IFI au Maroc, il n'y a pas d'ISF, il n'y a pas de ce genre de choses. Si vous êtes résident fiscal de France, naturellement, vous payez l'IFI sur votre patrimoine immobilier marocain. Autre chose à savoir aussi, qui est important, c'est que si vous achetez la maison en direct, non pas par le biais d'une société, que vous en faites la donation à vos enfants qui sont en France, vous ne payerez pas de droit de donation en France, parce que cela est prévu dans la convention fiscale franco-marocaine. C'est très important, parce qu'en fin de compte, quand on est résident fiscal de France et qu'on fait une donation à ses enfants, on est taxé là-dessus. Et on est taxé même si on donne des biens immobiliers à l'étranger. Il s'avère que dans la convention fiscale franco-marocaine,
il y a une exonération de ces droits-là par rapport à la France, tout simplement parce qu'on nous dit dans la Convention fiscale franco-marocaine que lorsqu'on transmet un bien immobilier à titre onéreux ou gratuit au Maroc, les droits d'enregistrement ne sont dus qu'au Maroc. Et les droits d'enregistrement recouvrent en droit français les droits de donation. Donc il n'y a pas de droit de donation à payer. Donc ça peut être intéressant parce que vous avez des gens qui viennent, qui achètent une villa pour passer leur beau jour à Marrakech ou leur fin de vie. Cette ville-là, ils peuvent la donner à leurs enfants, alors que leurs enfants sont résidents fiscaux de France, sans payer de droits de donation, et donc ceux-ci ne subiront pas non plus de droits de succession. J'ai aussi une question sur ces Français qui n'investissent pas seulement, mais décident de s'installer au Maroc, donc qui choisissent de mettre leur résidence fiscale au Maroc. Comment est-ce que les choses se passent, et surtout, est-ce qu'il faut faire attention à la réglementation des changes ? Alors, la fiscalité et la réglementation des choses sont deux choses très différentes. Oui. Alors, on va d'abord évoquer la fiscalité. Oui. La fiscalité, lorsque vous venez vous installer au Maroc, fiscalement, bien à ce moment-là, l'ensemble de vos revenus mondiaux devront être déclarés au Maroc et probablement vous y serez taxés. Ne seront taxés en France que les revenus de source française. Pour faire un peu simple, si vous venez vous installer au Maroc et que vous avez fait de l'immobilier en France comme au Maroc, si vous avez des appartements en France ou une maison que vous avez quittée, que vous avez décidé de louer en France, vous ne serez imposé aux revenus fonciers que en France. Et si par contre vous avez des revenus fonciers au Maroc parce que vous faites de l'immobilier au Maroc, vous ne serez imposé qu'au Maroc. Jusque-là, c'est relativement simple. Oui. Je ne rentre pas dans des détails techniques, il y a des détails techniques sur des taux effectifs d'imposition, mais ça n'a pas beaucoup d'importance au cas particulier. Donc pour faire simple, on est là-dessus. Si vous percevez des retraites et que vous êtes installé fiscalement au Maroc et que vous percevez des retraites françaises, ces retraites ne seront pas imposées en France, elles ne pourront être imposées qu'au Maroc. Vous n'y subirez plus non plus la CSG ni la CRDS. Et ces retraites seront imposées au Maroc après avoir subi, grosso modo, là encore je ne rentre pas dans les détails techniques, mais grosso modo 50% d'abattement. En plus de ça, si vous faites venir votre retraite sur un compte au Maroc en dirham qui n'est pas convertible, c'est-à-dire que l'argent ne pourra pas ressortir du Maroc, à ce moment-là, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt de 80%. Autant dire que vous ne payerez peut-être que 3% d'impôt sur votre retraite. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de retraités qui viennent s'installer au Maroc. Donc, il y a cet aspect qui est intéressant de la retraite. Maintenant, si vous avez des actions dans des sociétés, que ce soit vos sociétés, que vous faites de la bourse, et que vous avez des actions dans des sociétés et que vous percevez des dividendes. Si ces dividendes proviennent par exemple de sociétés françaises, normalement, quand on est en France, on subit souvent une flat tax qui est de 30%. Et d'ailleurs, il est envisagé dans la prochaine loi de finances, si jamais elle sort, peut-être de passer à 33-34%. À partir du moment où vous devenez résident fiscal marocain, ces dividendes ne seront plus taxés qu'à 15%. Ils seront taxés soit en France et ça vaudra crédit d'impôt au Maroc, soit directement au Maroc et ça sera limité de toute façon à 15%. Vous ne subirez plus l'IFI que sur le patrimoine immobilier français. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir certains avantages parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui ont un certain âge, qui sont à l'âge de la retraite, qui ont eu le temps de se constituer un patrimoine, qui ont peut-être un portefeuille titre, qui ont peut-être encore des parts dans des sociétés françaises, qui ont des biens immobiliers en France et ailleurs. Quand ils viennent s'installer au Maroc, ils ne payent déjà plus d'impôts sur leur retraite. Ils voient pour partie l'impôt qu'ils subissaient sur leurs dividendes réduit de moitié et ils ne payent plus l'IFI que sur le patrimoine français. Donc, ça leur laisse déjà, il y a un attrait fiscal certain qui peut, certain lorsqu'on se positionne au Maroc. Oui.
Est-ce que dans vos clients, vous voyez beaucoup cette situation? Est-ce qu'il y a eu un nombre croissant de personnes dans cette situation qui se sont vues tentées par l'installation au Maroc dernièrement? C'est ma clientèle, donc Oui, j'en vois oui, mais est-ce souvent. qu'il y a eu un Mais nombre grandissant de il y a un personnes? engouement, oui. Oui, Alors, oui, il y a bien évidemment un engouement pour le Maroc depuis un certain nombre d'années, mais je puis vous dire oui. qu'effectivement, avec la crise politique française qu'on a depuis quelques mois maintenant, l'engouement se fait, je dirais, plus pressant. Ah oui. Et oui, parce que là, on est en train de parler d'un certain niveau de clientèle, Mhm. c'est-à-dire des gens qui sont considérés comme ayant un certain niveau de revenus en France, Oui, qui subissent déjà beaucoup oui. d'impositions, qui voient que potentiellement ils vont encore Ah, devoir mettre la main au porte-monnaie et eh bien ça les fait fuir. mhm. Alors, il y en a qui partent au Maroc, il y en a qui partent en Suisse, il y en a qui partent au Luxembourg, il y en a qui partent en Italie. Mais il y a beaucoup de gens actuellement, je le sais pour en discuter avec mes Oui, confrères fiscalistes français, qui me disent qu'il y a beaucoup de clients qui ont un certain niveau de fortune et qui souhaitent effectivement quitter la France d'un point de vue de leur résidence fiscale. Et oui. donc, moi, je reçois une partie de ceux-là qui veulent, eux, s'installer au Maroc. Mais avant même ce problème politique qu'il y a en France maintenant depuis la dissolution, en fin de Mhm. compte, même avant cela, il y avait déjà une fiscale. On rappelle que la France est le Oui. pays qui taxe le plus en Europe, voire au monde, et ce n'est pas moi qui le dis, ce Non. sont nos propres ministres. Donc, il y a déjà cette taxation. Il y a un climat qui Oui, est un climat considéré social comme difficile. Oui. anxiogène pour plusieurs points de vue. Et quand vous venez au Maroc, bah, vous y retrouvez ce que je vous ai expliqué. D'abord, il y fait bon et chaud, ce qui est toujours agréable. Mhm. La population marocaine est une population très aimable, très hospitalière. Serviable. Oui, et puis il n'y a pas de problème d'insécurité. Oui. Donc, vous avez Mhm. des gens qui peuvent venir à Marrakech, se balader en Porsche, avoir des Rolex à leurs bras et pour autant aller au fin fond de la Médina, des souks, etc., sans qu'il ne leur arrive quoi que ce soit. Mhm. Et ce qui devient une sorte de luxe maintenant dans un certain nombre De pays européens et en France. de Oui. pays et de grandes villes, Oui, oui. et de grandes villes occidentales. Donc, il y a tout cela. En même temps, bah, comme je vous l'ai dit, vous avez quand même un SMIC qui est à peu près à 300 euros. Mhm. Donc, ça vous permet à ces gens-là qui viennent, qui peuvent avoir déjà un certain âge, bah, d'avoir des gens de maison, d'avoir une cuisinière, d'avoir un gardien, d'avoir un jardinier, voire un chauffeur. Mhm. Et donc, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'effectivement, au bout d'un moment, les gens vous disent, bah, écoutez, je vis dans un appartement en plein cœur d'une ville où je suis assez taxé, il ne fait pas toujours très beau. Si je veux faire un golf, c'est la croix et la bannière. Pour y aller, c'est très compliqué. Si je veux qu'on s'occupe un peu de moi, bah, il faut que je paye une femme de ménage, mais je ne vais pas pouvoir la prendre 8 heures par jour non plus. Enfin, il y a tout un ensemble de choses où au bout d'un moment, bah, les clients se disent, Oui. bah, écoutez, je vais peut-être bien me positionner au Maroc. Ça ne m'empêche pas de revenir plusieurs fois, si je le souhaite, en France. J'ai qu'à Mhm. prendre un avion, même low cost, pour me retrouver à 2h30 ou 3 heures d'une ville française où j'ai également mes habitudes ou ailleurs. Et donc, bah, on voit par rapport à tout ça, par rapport au temps, par rapport à la fiscalité, par rapport aux relations sociales, par rapport au mode de vie qu'on peut avoir. Ben, vous avez des gens qui franchissent le pas de plus en plus aisément et c'est toujours pareil, dès que vous commencez à avoir comme ça cet effet-là, une sorte d'effet de foule, d'effet de Mhm. mode, et vous avez de plus en plus de gens qui y vont. Pourquoi? Parce que vous êtes installé, vous recevez des amis, ah, viens voir le Maroc, Mais Marrakech, oui. c'est super, on va faire un golf ensemble.
les gens se posent là et disent « Ah ben oui, c'est fantastique, c'est formidable, ben pourquoi pas, moi aussi, je le ferai bien. » Et voilà. Et des communautés d'expatriés qui se créent ainsi et accentuent le phénomène ensuite. Oh oui, tout à Oui, fait. j'aimerais qu'on termine avec la réglementation d'échange, si vous le voulez bien. Ah oui, Je tout pense à que c'est fait. un sujet important à aborder, même si c'est la Oui, dernière c'est un question. sujet important, surtout qui est bien souvent complètement oublié. Oui. Et vous faites donc bien de le rappeler. Alors, la réglementation d'échange, en fait, le dirham est une monnaie non convertible. Mm. Et donc, il y a un principe assez simple, c'est que si vous investissez au Maroc, vous aurez le droit de ressortir ce que vous avez investi. Bien. Mais pour ce faire, il faut être en mesure de le justifier. Donc, je prends l'exemple d'une maison. J'ai décidé d'acheter une maison à Marrakech et je vais naturellement le faire avec des euros que j'ai en France et je vais envoyer cet argent-là sur un compte bancaire au Maroc. Quand je vais envoyer mes euros vers le compte bancaire au Maroc, ces euros vont se transformer en dirhams. Ils vont passer par la chambre de compensation de Banque Al Maghrib, qui est la banque d'État du Maroc, et elle va prendre les euros, elle va verser à la place des dirhams pour la contre-valeur dans la banque qui est censée recevoir votre virement. Cette opération est une opération de cession de devises qui se concrétise par des formulaires administratifs. Et le formulaire classique de cession de devises, c'est ce qu'on appelle la formule 2. Et c'est ce qu'il va falloir réclamer à la banque qui aura reçu votre argent, qui aura reçu donc des dirhams, c'est lui demander ce formulaire qui justifie en fin de compte l'envoi de devises vers le Maroc. Et avec les actes d'acquisition de votre bien immobilier, c'est des documents que vous devrez conserver précieusement. Parce que le jour où vous voudrez vendre ce bien immobilier et pouvoir rapatrier l'argent hors de France, on vous le demandera. On vous dira, mais écoutez, oui, vous voulez envoyer de l'argent suite à une vente que vous avez réalisée au Maroc, vous voulez l'envoyer à l'étranger, donc en France. Vous êtes un étranger, très bien, mais est-ce que vous pouvez nous justifier qu'à l'origine, vous avez investi en devises? Et c'est pour ça que ce formulaire est indispensable. Et il faut le demander tout de suite, parce que ce n'est pas des années après que vous pourrez l'obtenir, hein, n'est-ce pas? C'est un formulaire qui est édité par la banque au moment où l'opération se fait. Et ce que je conseille généralement, c'est que parfois les clients envoient l'argent directement sur la comptabilité du notaire, voire du promoteur. Moi, ce que je conseille, c'est que lorsqu'on est non-résident, il est très facile d'aller dans une banque au Maroc, de donner son passeport et de se faire ouvrir un compte de non-résident. Oui. On appelle un compte en dirham convertible. Et d'envoyer l'argent sur ce compte-là. Et c'est de ce compte-là qu'ensuite on enverra les fonds vers le notaire, le promoteur ou que sais-je. Et à ce moment-là, justement, à partir du moment où on aura sur notre compte, on aura beaucoup plus la maîtrise de notre compte, puisque ça sera notre banque et notre compte. Et là, on va demander non pas une formule 2, ça s'appelle une annexe 3 ou une attestation de la banque qui prouvera effectivement que c'est venu d'un compte en dirham convertible, donc qui est un compte qui, de fait, ne peut être alimenté qu'en devises, que c'est à partir de ce compte-là que la somme a été virée au profit du notaire pour qui vous avez réalisé, à travers qui vous avez réalisé l'acquisition. Donc c'est ce que je conseille de faire. Et de la même manière, si vous faites une société, pour la souscription au capital social et pour le versement du compte courant, il faudra là aussi demander les formulaires qui correspondent à votre banquier pour avoir tous les moyens justificatifs nécessaires le jour où vous devez vendre, percevoir des dividendes, recevoir un compte courant, le remboursement d'un compte courant, être en mesure de justifier auprès de la banque à qui vous demanderez des virements à l'étranger que vous avez initialement réalisé vos acquisitions. Si vous ne le faites pas, oui, ça c'est arrive. Ce que j'allais dire. Il y a des gens qui n'ont pas là. L'argent ne sort pas. Alors, l'argent, oui. Si vous êtes un étranger, pas si vous êtes un Marocain, mais si vous êtes un étranger, l'argent peut ressortir dans la mesure où vous n'êtes pas résident. Par exemple, j'ai acheté une maison au Maroc, je suis résident fiscal de France, je n'ai pas fait les diligences nécessaires, ou même je n'ai pas eu d'euros, quelqu'un m'a prêté des dirhams au Maroc, que sais-je. Bref, je ne suis pas capable de justifier
d'une manière comme d'une autre, que j'ai investi en devises au Maroc, et je décide de revendre ce bien immobilier. À ce moment-là, en ma qualité de non-résident, j'aurai le droit de ressortir ces fonds-là, mais sur 3 ans. Oui. Donc 25% tout de suite, 25% au bout de 12 mois, etc. Donc sur 3 ans, j'aurai la capacité de ressortir. Si par contre, je suis un étranger résident, c'est-à-dire que j'ai acheté, je n'ai pas été capable de justifier que j'ai acheté en devise et que je suis résident au moment où je veux sortir les fonds, l'argent ne sort pas. Ah. Autre question, là on a parlé de l'argent entrant, hein, l'argent qu'on a investi, mais quid de la plus-value ou des améliorations qui auraient généré une plus-value? Alors la plus-value, elle est naturellement, on peut la ressortir. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends l'exemple de la maison, j'ai acheté ma maison 100, j'ai justifié que j'avais fait rentrer 100, je la revends quelques années plus tard 120, ou 130, ce qu'on veut. Dans la mesure où j'ai payé l'impôt sur la plus-value au Maroc, la totalité ressort, le capital et la plus-value. Okay. Oui, sans problème. Eh bien, quand on vous écoute, on comprend à quel point il est vraiment crucial d'être accompagné. Je suis française, j'ai l'intention d'investir au Maroc. Est-ce que je peux faire appel à votre cabinet? Est-ce que votre cabinet ou un autre va pouvoir m'accompagner dans la totalité des démarches, je dirais, afin de ne pas avoir à me préoccuper de ces choses-là? Mon cabinet sera susceptible de vous accompagner certainement dans la totalité des démarches, oui. D'autres probablement aussi. Après, tous les cabinets vers qui vous dirigerez ne vous accompagneront pas sur la totalité des démarches. Pourquoi ? Parce que là, nous avons évoqué plusieurs sujets. Oui. On a évoqué des aspects fiscaux, on a évoqué des aspects de réglementation d'échange, on a évoqué des aspects de fiscalité internationale, on a évoqué des aspects de structuration d'opérations immobilières. Et tout ça, ça demande la maîtrise de plusieurs matières. Donc, il est possible que vous ayez affaire à peut-être pas un seul prestataire. Alors, si vous passez par un cabinet comme le mien, vous allez avoir à peu près tout. Et même si moi, je ne fais pas tout, j'ai un réseau qui me permet de pouvoir vous accompagner sur la totalité. Si vous ne passez pas par moi, vous allez probablement, ce qui se fait le plus souvent, c'est au départ, c'est un notaire. Mais le notaire, bien souvent, ne va vous faire a priori que l'acquisition. Tout simplement, il va s'assurer effectivement de mon acquisition. Donc, il va falloir que vous soyez au moins accompagné par un cabinet d'expertise comptable, qui soit également, ce qui est fréquent au Maroc, une fiduciaire, en mesure de créer une société. Et donc, pour ça, il faut aller voir des experts comptables qui soient en mesure de vous assister sur une compréhension globale de votre schéma d'investissement, que nous avons brossé rapidement au cours de cette interview. Et donc là, il va falloir trouver. Alors, vous avez des cabinets simples, et puis après, vous avez des grosses structures que vous allez d'ailleurs plus souvent trouver à Casablanca, qui est la capitale économique du pays, avec des gros noms que vous connaissez, soit en cabinet d'avocat, soit en les big, comme on appelle ça, les gros big, que ce soit Ernst & Young, Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG, ce genre de choses, qui sont des grosses structures, soit des cabinets d'avocats internationaux aussi. Mais là, bien évidemment, ça suppose un certain nombre de frais dès qu'on fait appel à... Oui, mais je considère c'est un investissement que vous faites, et c'est un investissement qui est plus dans un pays étranger, et il vaut mieux payer, c'est un investissement, ça fait partie de l'investissement pour justement éviter des déboires, éviter des complications, etc. Et même si vous êtes amené à payer 5 000 €, 10 000 € sur un accompagnement, il faut peut-être être prêt à les mettre. Si vous me dites que vous allez acheter une maison, alors si vous allez acheter une villa sur Marrakech, dans certaines zones un peu tendance, un peu connues, on dépasse déjà largement le million d'euros. Donc, si après vous me dites non, je vais m'acheter un petit appartement quelque part, on parle quand même de, j'imagine, 200, 300 000 € ou que sais-je. Si on met ces sommes-là, il faut être prêt à mettre 5 ou 10 000 € entre les mains d'un cabinet expert qui soit en mesure de vous accompagner pour réaliser un investissement de ce montant-là dans un pays que vous ne connaissez pas. C'est mon avis.
C'est souvent un avis qui est donné par les juristes et il est plein de bon sens d'ailleurs. En tout cas, en vous écoutant, on comprend qu'il est vraiment très très important d'allumer toutes les petites lumières d'alerte en fait, et d'être conscient qu'investir au Maroc ou ailleurs nécessite d'être accompagné et de bien savoir ce qu'on va faire et ce qu'on veut faire. Donc un grand merci de vos éclairages, d'avoir passé du temps avec nous. Et puis à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.